Pour commencer, je voudrais qu'on parle un petit peu de ta situation actuelle, c'est-à-dire que l'été dernier, en 2019, en fait, tu as fait ce qu'on peut appeler tes adieux à la scène, en fait, avec un concert spécial. Du coup, est-ce que tu pourrais nous dire un petit peu pour quelles raisons tu as décidé de lever le pied, et puis si aujourd'hui tu te consacres à d'autres passions, ou si tu continues de rester un musicien avant tout, est-ce que tu as toujours des projets malgré tout? Alors, il y a beaucoup de questions et je vais synthétiser tout ça. Oui, en fait, bon, ça veut dire, on va d'abord parler de l'aspect scénique. Bon, j'ai quand même fait le tour, hein, ça fait santé, ça fait Tiens. presque pile poil 50 ans que je fais de la scène. J'ai démarré en 69, année érotique, et puis j'ai terminé en 2019. Donc, oui, j'ai envie de lever le pied, mais de le fêter. Donc, dans ma ville natale, on m'a invité pour faire un concert assez spécial d'ailleurs. Il y a quelques images qui doivent traîner sur YouTube. Et à la fin, on est presque à peu près une vingtaine sur scène pour fêter mon départ, quoi. Mais c'est un départ, mais c'est pas une fin. Enfin, en gros, on m'a encore invité à faire quelques petits concerts, mais j'ai décidé de ne plus faire de projet à part entière, à part le livre. D'accord. On va y venir. Donc voilà, on va en France, logiquement, si tout va bien avec le Covid. L'été prochain, je devrais être en France pour quelques petits concerts où là, on m'invite dans les projets bien précis, dans les festivals. Par contre, je suis toujours producteur, je produis des groupes. Évidemment, quand le Covid disparaîtra, j'espère être, comme tout le milieu artistique est touché, j'espère, oui, pouvoir m'exprimer. Je fais du coaching aussi, de la scénographie, enfin, à peu près tout ce qui touche à la musique. J'ai travaillé ça depuis quand même quelques années, en parallèle avec la scène, hein, qui est quand même ma première passion. Mais je reste toujours musique jusqu'à la fin de ma vie, et j'en parlerai abondamment dans le livre. Oui, tout à fait. Donc, tu restes toujours très actif. Et donc, comme tu dis, preuve en est, Hartung, ça va piquer. C'est lui. C'est lui. Du coup, on va commencer à en parler. En fait, plus qu'une autobiographie, il s'agit vraiment en fait d'un recueil de pensées, de réflexions. Est-ce qu'en préambule, tu pourrais nous dire un petit peu comment est née cette envie d'écrire? D'autant plus que visiblement, ce sont, si j'ai bien compris, des proches qui t'ont aidé à franchir le pas et qui t'ont dit vas-y, qui t'ont poussé un petit peu à le faire. Exactement. En fait, j'étais en studio, donc il y a à peu près 2-3 ans, et un ami, je le dis vraiment au début du livre, dans ma fameuse préface, où j'explique un petit peu le mode d'emploi du livre, parce que ceux qui n'ont pas beaucoup d'humour risquent un peu d'être touchés, d'être un peu décontenancés. Mais en fait, oui, il y a quelques mois, j'étais en discussion avec un ingé son, un ami ingé son, que je remercie d'ailleurs, et qui lui m'avait déjà tiré la main en disant « Rudy, tu devrais écrire, il y a plein de choses que tu as à dire ». Mais comme on dit, le ressentime n'était pas tombé, ou le franc français ou le franc belge, la pièce n'était pas tombée, donc j'ai retardé l'écriture. Et puis, alors, est-ce que mon épouse dit que c'est ça, mais je ne suis pas sûr. La mort de mon père a fait que j'ai eu peut-être ce flash d'écrire. Et aussi, parallèlement, vu que je suis insomniaque aussi depuis très longtemps, depuis très longues années, je pense à cause de mon mode de vie qui a fait que étant, on va dire, régulier dans la vie, quand j'ai commencé à jouer notamment dans la vingtaine avec les Scorpions, ou les venimeux du Nord, comme je les appelle, qui piquent bien à souhait, eh bien, mon mode de vie a changé et je suis lentement, mais sûrement devenu insomniaque. Et alors, après 3 nuits d'insomnie profonde, j'ai eu un flash et j'ai commencé à écrire. Alors que je ne suis pas écrivain, je suis musicien, mais pas écrivain. Et puis, ça a commencé. Bon, après, j'ai un peu dormi pour récupérer de mes insomnies. Et quand j'ai relu en fait les quelques pages que j'avais écrites, mais vraiment comme une écriture automatique, ça ne me ressemble pas. Je n'arrêtais pas d'écrire, je ne dormais plus, j'étais vraiment, d'ailleurs on s'inquiétait, mes proches s'inquiétaient, se demandaient ce qui se passait, ce qu'il fait toujours à écrire sans arrêt. Et j'avais écrit une dizaine de pages, et je l'ai relu une semaine après, et je me suis dit, mais oui, ça tient la route. Enfin, pour moi, ça tient la route. Donc, j'ai décidé de continuer à écrire, et le livre m'a pris à peu près 1 an, à part les fameux
4 mois de Covid où j'ai été touché par la première vague. Mais assez bien d'ailleurs, hein, j'étais vraiment bien touché. Et alors, ces 4 mois que j'ai décrit à ma manière dans le livre, les fameuses pages blanches, syndrome viral, eh ben, ces 4 mois, ça a été la création complètement terminée. J'étais complètement passif, je ne réagissais plus et je pensais que jamais je n'irais jusqu'au bout de l'écriture du livre. Eh bien non, à partir de fin juin, début juillet, j'ai recommencé. Il y a eu un sursaut, Sursaut et j'ai pu le terminer. Et tant mieux parce qu'il était vraiment, enfin en tout cas moi j'ai trouvé très agréable à lire. Et tu le dis d'emblée, je crois que c'est page 5, tu dis qu'en gros, faut pas s'attendre à avoir une suite ou à ce que tu nous sortes une pléiade littéraire. Pour toi, ça va être visiblement un unique témoignage que tu proposes de livrer là. Tu penses que là, dans ce livre, tu as dit tout ce que tu avais envie de dire, tout ce qui te passait par la tête, ou tu laisses la porte ouverte? Tout, non, vraisemblablement pas, mais une grande partie de ma vie, c'est ma vie qui est dans le livre. Et alors, il faut savoir aussi que j'ai écrit beaucoup de chapitres, il y en a beaucoup, anormalement beaucoup, après des personnes qui ont lu, mais je voulais que ce soit, qu'il y ait très peu à dire, que ce soit concentré, parce que j'ai jamais aimé les auteurs qui écrivent 100 pages, alors qu'on pourrait tout résumer en 2. Donc, toujours depuis l'adolescence, j'ai beaucoup lu dans ma vie, mais je n'aimais pas les auteurs qui tiraient en longueur. Donc, pour moi, c'était un réflexe de dire allez, on résume maximum, concentré, mais, comme tu l'as bien dit au début, pas seulement autobiographique. Je ne voulais pas, d'ailleurs, je sais que certains éditeurs auraient, à mon avis, pu me signer si j'avais fait une autobiographie pure, mais je ne voulais pas faire ça. Donc, c'est vraiment, je ne sais pas comment on peut classer, des tranches de vie, essais, enfin, c'est ma vie, mais avec plusieurs chapitres de ma vie, de l'enfance à l'adolescence, à l'âge adulte. Et tout ça, il y a tellement de choses qui m'ont touché dans ma vie. Évidemment, il y a toujours la musique qui est partout, hein. Je suppose qu'il y a un trait d'union avec la musique. Mais il n'y a pas que ça. Donc, dans la vie, je ne voulais pas écrire que sur la musique et que sur Scorpion. Je suppose que tu l'as compris. Tout à fait. Et en plus, ce qu'on note dans ce livre, c'est qu'il y a vraiment beaucoup d'humour. C'est vraiment un trait très important du livre. Et puis, c'est un humour qui est vraiment érudit, tu vois, qu'on saisit des fois après une deuxième lecture, etc. C'est vraiment un de tes traits caractères aussi dans la vie de tous les jours, j'imagine. Oui, depuis, comme je l'explique dans le livre, depuis l'âge de 14 ans, il y a eu un flash qui m'a permis de me séparer du joug de mon père, qui était extrêmement dur avec moi. Et à 14 ans, il y a eu un genre de révélation qui a fait que je commençais à être cool avec mes copains de classe et mes copines de classe. Je faisais des blagues, je faisais des imitations professorales. Et tout ça fait que j'étais peut-être un peu timide avant 14 ans, mais je me suis révélé à ce moment-là. Et tout ça, ça n'a pas arrêté. Donc, j'ai toujours pratiqué l'humour. Bon, voilà, ça c'est mon truc à moi. Mais je suis aussi très sérieux quand je travaille. Donc, dans le travail, que ce soit surtout la musique qui est vraiment mon domaine, quand je m'occupe d'autres artistes aussi, je suis très sérieux. Ils savent très bien que je veux atteindre ce point-là, que je dirais en anglais avec le geste right to the point. Donc, c'est vraiment l'info, mais avec un discours qui se veut d'abord humaniste, c'est clair, mais aussi teinté d'humour. Donc, je fais des blagues avec eux, mais toujours avec l'envie de bien faire au bout. Et ça, c'est très important d'avoir ça pour qu'on ait une belle réalisation et que le groupe, quand il joue, puisse jouer libéré. Donc, c'est une attitude qui est là depuis mes 14 ans, en fait. Et je ne pouvais pas ne pas l'indiquer, je ne pouvais pas faire Rudy le sérieux. Je le suis, mais pas que. Donc, j'explique ce qu'est le mot sérieux pour moi dans un chapitre de ce livre. Mais oui, c'est vraiment un livre d'une vie. Un livre d'une vie. Et donc, malgré tout, il y a quand même quelques éléments biographiques que tu présentes ça et là, notamment ta découverte de la batterie, qui n'était pas ton instrument, ton premier instrument en tout cas, puisque d'abord tu as touché la basse, la guitare. Et puis tu parles un petit peu aussi de cet apprentissage qui a été assez compliqué à faire accepter parce qu'il n'était pas du goût des
des parents, et notamment, tu l'as brièvement évoqué tout à l'heure, de ton père. Et ça, ouais, je trouve que c'est le premier point vraiment marquant du livre, c'est cette ambivalence entre le fait que bah, voilà, on te connaît en tant que de ta renommée, et on se dit finalement l'apprentissage, ça n'a pas été tout rose, quoi. Non, c'est un combat de tous les instants. Quand je dis que je joue, je ne sais pas si vous dites ça en France, jouer en cachette, Mhm. dans le grand secret. Et j'étais vraiment, je jouais en secret de la batterie. Je ne parlais pas de ça à mes parents, un petit peu à ma mère, mais qui était quand même très tenue par mon père. Donc je la protégeais un peu et j'essayais de faire tout en douce, mais j'avais pas envie. J'avais envie qu'ils sachent, mais malheureusement, c'était pas possible parce que j'étais réprimandé. Enfin bon, je passe les détails, mais le paternel, s'il m'entend en haut, ou je sais pas où il est, à haut, à gauche, à droite, ben, j'aimerais bien qu'il se calme un peu là où il est. Voilà. Donc, mais c'est comme ça. Alors j'ai dû lutter et je savais que si je le faisais pas, j'aurais pas pu faire de la musique parce que je pense que je devais faire la musique et pas seulement faire la musique en temps partiel. La musique pour moi devait être un métier, mais personne ne m'encourageait à le faire, personne. Et mes parents qui étaient les plus proches, c'était hors de question d'envisager ça, donc j'ai dû faire ça parallèlement et jusqu'au moment, je le dis au cours dans le livre, où on vient me chercher, où le groupe de l'époque vient me chercher après le concert de C, le C qui était concluant, et ma mère pleure, elle me dit reste, et le père qui ignore mon départ, et tout ça, c'est un grand moment pour moi. Je rentrais dans la voiture de Rudolf Schenker, et je regarde l'appartement, puis je dis, je ne reviendrai pas. Et je ne suis plus revenu avant 4 mois. 4 mois. Et il a fallu que mon épouse, que je connaissais déjà avant de rentrer dans le groupe, qui a dû insister auprès de mes parents pour que je puisse rentrer à la maison. Donc, tu vois, c'était vraiment assez difficile, mais c'était ça, ou alors je ne faisais plus rien, et mon père me destinait à un autre métier que le métier artistique. Oui, tu as suivi ton chemin contre vents et marées. Et j'ai rien lâché jusqu'au bout, en essayant, parce que j'avais envie de vivre une grande expérience. Et je l'ai vécu grâce évidemment au Scorpion. Mais à cette époque-là, le groupe n'était pas aussi connu que maintenant, ou que même dans les années 80-90. Mais personne ne m'encourageait, à part un ami ou ma future épouse. Personne ne m'encourageait. J'étais seul à bord. Et je me suis dit, je vais l'avoir, il fallait. Et je pense que ça a plu au groupe parce qu'ils avaient déjà plusieurs candidats allemands et ils ont préféré démarrer avec moi parce qu'ils ont vu ma grande détermination. Et pour moi, ça me paraissait tout à fait normal. Quand j'aime faire quelque chose d'intense, je suis très déterminé. Et je l'étais pour rentrer dans le groupe parce que le premier essai qui avait été fait en France à Lille, il ne s'était pas bien déroulé, mais j'ai pu faire vite un petit bilan et se dire pourquoi ça n'a pas marché. Et 1 mois et demi après cet essai, j'ai fait le bon, juste avant que le groupe rentre en Allemagne. Donc il fallait absolument que je rentre avec eux. Alors que logiquement, j'avais déjà prévu un appartement à Londres et je devais, avec ma petite voiture de l'époque, habiter l'aventure anglaise à Earl's Court, en Angleterre, et l'appart était prévu, puis quand je suis rentré en Allemagne, je l'ai décommandé, donc à quelques jours, quelques semaines près, j'étais en Angleterre. J'aimerais revenir sur ton premier concert. Tu as donné ton premier concert avec les Scorpions, alors si je ne m'abuse, c'était le 7 septembre 1974 à Attersheim, si je prononce ça correctement. Alsace. Oui. Quel souvenir est-ce que tu gardes aujourd'hui de ce concert, et est-ce qu'à l'époque, tu le vivais comme un accomplissement ou comme simplement une étape supplémentaire Comment est-ce que tu vivais ça? Alors, c'était un concert assez spécial parce que c'était le premier avec eux, c'était une découverte, donc j'étais quand même, je ne veux pas dire 100% à l'aise, mais j'avais quand même bien répété avec eux. Ils m'ont aussi appris comment bien répéter la musique et le concert. Avant, j'étais j'étais pas vraiment bien les pieds sur terre quand je répétais, je pensais que j'étais dans le bon, mais pas du tout. Alors, on connaît la rigueur allemande, là, j'ai pris sur la rigueur allemande,
énormément d'ailleurs. Et puis, voilà, on a répété il y avait une tournée française qui se préparait, il fallait aller vite et bien. Et je savais que je rentrais, j'étais dans le dernier wagon, évidemment, et que je devais remonter tout le train pour arriver à la machine, et parce que je manquais d'expérience. Je savais que j'avais le niveau, certain, mais je n'avais pas l'expérience. Eux en avaient beaucoup plus que moi, ça faisait quand même quelques années qu'ils jouaient, donc j'étais dans le bain directement, et le premier concert, je ne peux pas dire que c'était vraiment une explosion, mais c'est quand même été un grand moment pour moi, un grand moment. Oui, vraiment. En plus qu'au tout début, je ne parlais pas l'allemand, donc on parle en anglais. Alors, du coup, ensuite, tu as enregistré 2 beaux bébés avec les Scorpions, le premier In Trance, et ensuite Virgin Killer l'année suivante. Et du coup, effectivement, alors In Trance, donc le précédent, il fête cette année ses 45 ans. Donc là, c'est quand même un beau bébé qui a bien grandi. Aujourd'hui, qu'est-ce que tu gardes en mémoire de ces sessions d'enregistrement, de ces albums? Est-ce que tu regardes une ambiance, un souvenir? Qu'est-ce que tu en retiens aujourd'hui? Alors évidemment, premier album, j'en avais pas fait avant, donc pour moi c'était une grande première. J'avais bien fait quelques petits 45 tours, mais jamais de ce niveau-là. Et aussi la rencontre avec Dieter Dierks, le sorcier de Cologne, comme on l'appelle, hein, qui est venu à un concert, pas loin de la frontière belge, et qui a vu le groupe et qui a dit OK, on démarre. Donc il nous a produit, donc j'ai appris à savoir ce qu'est une pré-production. Donc ne pas simplement enregistrer l'album, mais faire une pré-prod. Ça veut dire on enregistre plusieurs titres et après on parle avec le producteur, on garde les meilleurs, on les arrange et puis alors après cela on les enregistre. Donc on passe à la production même. Tout ça m'a appris énormément de choses. J'ai beaucoup regardé et écouté. Le studio était à l'époque fabuleux, il l'est toujours maintenant, mais c'était un studio avant-gardiste avec des pièces qui sonnaient différemment. Donc, pour moi, c'était vraiment un joyau et j'ai énormément appris à faire cet album, vraiment. Et alors, on parle un petit peu de la personnalité presque tyrannique de Dieter Dierks. Et alors, j'avais fait une interview de Francis Buchholz il y a quelques temps, qui nous avait dit qu'il avait été également particulièrement dur avec toi, qui te demandait beaucoup, et que tu avais des fois été à la limite de la crise de nerfs. Est-ce que tu as été traumatisé par Dieter Dierks, ou est-ce que non, pas plus que ça? Alors, il était dur avec tout le monde. Avec tout le monde. C'est étonnant ce que Francis dit parce qu'il était aussi avec moi, forcément. Il savait où il voulait aller. Mais je reconnais, parce que je l'ai revu il n'y a pas longtemps, hein, juste avant le Covid, il nous a invités chez lui avec ma femme, on a rediscuté, il est beaucoup plus cool qu'avant évidemment, mais il reconnaît qu'il était excessivement difficile et qu'il a été encore beaucoup plus après mon départ. D'accord. C'est pas à moi à le dire parce que j'y étais plus, il était encore, il m'a dit, tu ne t'imagines pas à quel point j'ai été très 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 loin avec eux. Donc, tyrannique, oui, excessivement dur, mais c'était justifié, je trouve, parce que moi qui fais de la production maintenant, je comprends ce qu'il voulait dire. Mais non, ma manière de produire n'est absolument pas la même que la sienne. Pour moi, je privilégie l'humain et je fais comprendre, cool, par les mots, qu'on va arriver à ça ensemble. Mais lui n'avait pas cette manière-là, c'était la manière, oui, peut-être allemande, rigueur, mais tout le monde était touché par ça. Positivement ou négativement. Par contre, ce que Francis m'étonne, c'est parce que j'étais toujours consultant dernier, parce qu'il me disait toujours attends, je te parlerai en anglais après. Donc il parlait en allemand sur In Trance avec le groupe, et puis en anglais après avec moi. Donc je me sentais quand même un peu épargné par rapport aux autres. Mais ça ne me gêne pas de recevoir des gifles virtuelles, hein, parce que c'est comme ça que j'ai appris le métier. Et même, petit détail croustillant, sur l'album suivant, il m'avait demandé de mixer une partie avec lui. Donc il avait déjà vu qu'il pouvait me faire confiance. Donc j'avais une partie de la table de mixage et il me disait, vas-y maintenant. Donc j'étais un peu l'aidant de Dieter pour le mix de Virgin Killer. Donc tout ça, c'est une belle histoire et j'ai toujours gardé de très bons contacts avec Dieter. Et la preuve, on s'est vu, on a été chez lui, on est invité, c'est très bon, mais le tout est dans la manière. Et Dieter n'a jamais été quelqu'un de, on va dire, cool quand il produisait.
C'était D'accord. à l'arrache. Voilà. D'accord. Bon, donc du coup, on se retrouve avec ces deux formidables albums que tu as enregistrés avec les Scorpions. Mais à côté de ça, tu l'expliques un petit peu dans le livre, tu as quand même quelques difficultés à t'accoutumer à Hanovre et à l'humour allemand que tu décris un petit peu. En fait, la vie sur place, c'est pas forcément la panacée, quoi. Mais c'est pas ce que j'avais évidemment rêvé, entre guillemets. Pour moi, je m'étais déjà fait à l'humour anglais, parce que j'adore l'humour anglais. Donc pour moi, Londres, c'était inévitable. Je devais y être. Et puis bon, l'Allemagne arrive, crac, Scorpion, j'adore le groupe, je vais les voir. Et j'avais vraiment envie d'aller avec eux. Mais alors, je découvre, Hanovre n'est pas très loin de ma ville natale, simplement un petit 700 km, mais on les sent hein, vers le nord. Et là, l'humour, je peux le dire honnêtement, est presque inexistant Hum. de l'Allemagne. Hein. J'ai pas dit que les Allemands n'ont pas d'humour. Quoique, 3 petits points. Là, j'étais un peu frustré parce que j'essayais de. Je racontais des blagues en anglais et je voyais qu'ils étaient pas très réceptifs. C'était très sérieux, et même des fois un peu trop, mais bon, moi j'étais là pour apprendre, j'étais le dernier arrivé, donc il me tenait d'aller plus loin avec eux et d'aller dans le professionnalisme, parce qu'ils étaient très professionnels à l'époque, vraiment, hein, vraiment. Donc ça augurait pour eux de jours heureux, notamment les années 80, 90. J'avais dit à Rudolf, je suis sûr qu'après mon départ, vous allez aller beaucoup plus loin. Ça, j'en étais convaincu, donc ça ne pouvait qu'arriver. Et du coup, bon, ben, on sent bien sûr que de cette période au sein des Scorpions, tu en retires une grande fierté. Voilà, c'est vraiment un élément important de ton parcours. Et ce qui est bien aussi, ce que je trouve dans ce livre, c'est que tu ne caches pas quand même le côté face de l'affaire, c'est-à-dire une difficulté parfois qu'on peut rencontrer dans le fait de gérer ce passé, qui est quand même aussi lourd, parce qu'il y a une forte célébrité derrière ça. Et tu racontes notamment un petit peu la manière dont tes enfants ont pu vivre la célébrité de leurs parents, et aussi cette recherche de l'ombre, en fait. Tu parles carrément de l'ombre salvatrice. Et j'ai trouvé ça aussi assez fort que tu mettes les deux en relation et que tu te dises, finalement, l'ombre, des fois aussi, on y est bien. Une très bonne question et qui me touche beaucoup parce que j'ai jamais été personnellement quelqu'un de la lumière. Je ne peux pas dire que j'ai pas recherché la lumière. Pour moi, faire de la musique mon métier, c'est simplement faire un métier. Bon, d'accord, tu sais, quand j'ai fait ces albums, je ne pouvais pas imaginer que 30, 20, 30, 40, 45 ans plus tard, les albums seraient toujours bien présents et qu'encore la jeunesse actuelle se dise waouh, quel album, je reçois encore des critiques. Donc, je suis honoré d'entendre ça, mais pas plus. Moi, je suis pas, j'aime toujours bien l'avoir au moins un pied sur terre et j'adore l'ombre aussi. Je ne suis pas quelqu'un qui aime me mettre au soleil, au propre comme au figuré. Donc, pour moi, l'ombre, comme tu dis, était salvatrice. Et sans le savoir, après les années, un de mes enfants a été touché par ça. Mais je ne le sentais pas, je ne le voyais pas. Et puis, ça s'est déclenché. Et il y a eu un moment intense entre un de mes enfants et moi qui a fait qu'en 5 minutes, tout s'est libéré et on est redevenu vraiment très, très serré. Et j'avais pas vu venir. Je le décris dans le livre d'ailleurs. J'avais pas vu venir ce moment. On disait toujours, ah oui, tu es le fils, tu es la fille d'eux. Donc, c'est pas bien ça. J'aime bien que mes enfants s'accomplissent par eux, par ce qu'ils font, par leur prénom, et pas simplement, oui, ah, c'est lui qui a joué avec. Et je comprends qu'à la longue, certains pouvaient se dire. Et aussi, tant qu'on y est, tu allais peut-être poser la question, mais le fait de mon départ, il y en a toujours qui sont mais pourquoi a-t-il quitté le groupe qui marchait bien? On s'est demandé, mais enfin, oui, je savais, oui, bien sûr, mais je savais très bien que je n'aurais pas pu fonder une famille en faisant de la musique à ce niveau-là. Donc, je devais faire un choix, je devais poser un choix, et ce n'était pas un choix facile, parce que je savais très bien que je ne retrouverais plus un groupe aussi fort, aussi puissant que Scorpion pour en faire mon métier. Je le savais, mais le choix est tombé et je n'avais pas envie de passer à côté. Et maintenant, quand je revois le groupe, les anciens du groupe, il en reste encore deux qui restent. Il y a Rudolf et Klaus. On parle aussi de famille. Quand ils me voient, alors les enfants, ça va? Et ta femme?
Donc on parle beaucoup, beaucoup de famille, un peu de musique, mais beaucoup de famille. Donc c'était important pour moi de m'accomplir musicalement aussi au niveau de la famille, d'avoir une famille aimante tout près. Alors, il y a eu ces petites sucreries dans le courant des années 2000 où on a eu la chance de t'avoir vu sur scène avec le groupe, notamment à Strasbourg et à plusieurs concerts. Comme tu le dis, tu as été invité avec Oli au Japon assez récemment pour participer. Comment tu vis ces moments-là du coup? Parce qu'effectivement, comme tu dis, il n'y a pas de regret, tant mieux, c'est purement du plaisir et la joie de partager la scène. Ouais. C'est du plaisir et la preuve qu'on s'entend toujours bien avec le groupe. On n'a jamais eu d'inimitié entre nous. Quand j'ai quitté le groupe, ce fut difficile pour eux de l'admettre parce qu'ils ne comprenaient pas vraiment pourquoi. Mais quand ils ont bien compris et que j'ai même, je ne sais pas si tu sais, j'ai même, je les ai même aidés à aller dans le choix de prendre Herman pour la facilité de la langue directement. Donc j'ai vraiment donné, ils m'ont demandé ça. Donc je leur ai dit, prenez Herman. Donc tout ça, c'était important. Voilà, il fallait que ça se fasse. Voilà. D'accord. Et alors après, ce qui est intéressant aussi dans le livre, c'est qu'on voit le lien se construire avec les générations suivantes. C'est-à-dire que vers le milieu, tu donnes des conseils aux aspirants musiciens, aux jeunes générations, etc. Là, on sent que c'est ton côté un peu du coup coach et producteur. C'est ça qui ressort aussi dans ce livre. C'est peut-être aussi mon côté astite parce que avant de partir, voilà, c'est astite éducateur aussi. Donc c'est peut-être ça qui fait que j'ai peut-être des facilités à donner les cours ou à donner les conseils pour ceux qui veulent les entendre. Hein, parce que je ne force jamais. Je donne les conseils, tu prends pas, voilà. Mais au moins, je pense avoir quand même beaucoup de background pour pouvoir leur dire attention à ça, attention à cette démarche. Mais jamais je ne leur impose une démarche à suivre. Je leur dis simplement attention, vous mettez les pieds. Et si vous voulez aller un peu plus rapidement, je vous donne quelques conseils. Mais pas trop rapide non plus. Donc oui, c'est du métier. Hein. En fait, le métier que j'ai eu, j'essaie de le transmettre à qui veut l'entendre. Alors tu dis une phrase dans ce livre, je trouve que en tout cas c'est celle qui m'a le plus marqué. Tu dis « Le bonheur chez l'être humain se lit à son visage rayonnant quand il sait que sa destinée est accomplie ». Et je trouve que ton visage a l'air plutôt rayonnant. Merci, oui. C'est pas un fake, c'est moi, voilà. Non, bien sûr, c'est rayonnant parce que tu as raison, il faut être accompli. Et quand je rencontre des personnes, tu le vois les yeux. Maintenant, c'est un peu plus difficile avec le masque. C'est bien que tu m'aies interviewé sans masque. C'est important d'être bien, de rayonner. Et pour donner les conseils ou d'être bien avec les autres, il faut être bien soi-même d'abord. Tu vois, il faut j'appelle ça être accompli. Mais être accompli, peut-on être accompli à 20 ou 30 ans? Pas sûr. Mais je crois que l'expérience de vie et le fait de ne rien regretter, d'avoir fait au moins le maximum de choses que tu voulais faire dans la vie, logiquement, tu dois pouvoir rayonner. Parce qu'il faut être peut-être pas gourmand, mais gourmet, et aller chercher tous les points importants et ne pas se dire « Ah, si j'avais su, ah, j'aurais dû faire… » Le livre l'explique, n'attendez pas. Je parle aussi des vendanges tardives, qui ne sont pas simplement que du vin, mais pour moi aussi, je vois trop de musiciens, trop d'artistes qui attendent pour des raisons… Regarde, mais qui attendent trop souvent. On remet le projet à demain. On attend. Oui, mais il y a ça. N'attendez pas trop. Il faut y aller. Quand on a envie de faire quelque chose, il faut prendre un peu de recul et puis y aller. Il faut y aller, quoi qu'il arrive. Ne pas trop attendre. C'est un beau message. Alors, Hartung, ça va piquer. Donc, dis-nous, pour les Français, nos amis belges, nos amis suisses, comment est-ce qu'on peut faire pour se le procurer? Comment? Auprès de toi? Les Québécois, tout à fait. Alors, j'ai eu peur aussi que, bon, toi, tu le sais, mais j'ai eu peur que Hartung, en faisant ça, que certains Français ne comprennent pas. Parce que j'ai fait le test, j'étais en France quand le titre est arrivé, et j'ai demandé à une personne dans un bar, c'est quoi? Et elle ne comprenait pas ce que c'était Hartung. Donc, j'ai eu un peu quelques craintes. Donc, Hartung signifie bien attention, mais d'une manière forte. C'est la manière Hartung, donc attention,
Ça va arriver. Défiez-vous. Il n'y a pas de danger, mais c'est quand même assez fort. Alors, où peut-on se le procurer? J'allais dire dans toutes les boucheries végétariennes? Non, pas vraiment, quoique. Non, alors, comme c'est un livre à code d'auteur, donc je ne suis pas édité, ce qui est dommage, mais bon, je ne voulais pas attendre. J'aurais pu attendre des mois avant d'être édité, mais je ne voulais pas. Donc c'est un livre d'une vie, il est sorti à compte d'auteur, donc je l'ai financé totalement. Mais j'ai été coaché par des pros, c'est des gens d'une maison d'édition belge qui s'appelle Noir Dessin. Alors, eux, ils m'ont vraiment aidé pour la forme, pas pour le fond. Ils m'ont vraiment donné des bons conseils pour que le livre soit bien. Et alors, donc, eux m'ont dit, voilà, on va le mettre sur le site de chez Noir Dessin. Donc, pour ceux et celles qui veulent se le procurer, alors, le site, c'est www.noirdessin, en un mot, .be. Alors là, vous allez sur le site, dans Nouveautés ou dans la Nouveauté, et vous verrez la bête arriver, et c'est là que vous pourrez le commander. Et je pense que c'est par le Mondial Relais. Voilà, par le système Mondial Relais que le livre peut arriver dans toute l'Europe. Écoute, je vais te laisser le mot de la fin. Est-ce que tu souhaites nous faire passer un message, nous transmettre un conseil, une réflexion, quelque chose Alors, écoute, je devrais dire sans faire du marketing, le livre, il y a plein, je pense, de bons conseils et de matière à réflexion. J'ai envie que ce livre soit une réflexion sur la vie et la mort aussi, j'en parle. Hein, à la fin, bon, voilà, je voulais absolument aller jusqu'au bout. Donc, c'est à livre ouvert. Mes tripes sont dans le livre. Donc, que dire de plus que il y a tellement de messages que j'ai envie de dire, je ne pourrais pas résumer ça. Allez jusqu'au bout, rêvez mais concrétisez. N'attendez pas trop longtemps, voilà, ne pas aller trop rapide non plus, trop vite, mais n'attendez pas trop longtemps avant de vous accomplir et faites humainement ce que vous avez envie de faire dans le respect d'autrui, ce qui n'est pas souvent le cas dans le milieu artistique. J'ai eu aussi beaucoup de déceptions, de personnes qui m'ont un peu déçu humainement, mais bon, c'est comme ça, voilà, voilà, et tout est dans le livre, donc allez regarder le livre, ou alors, encore mieux, il y a une adresse mail dans le livre. Donc, Achtung, ça va piquer, une adresse mail. C'est Achtung, ça va piquer @gmail.com, en fin de livre. Et alors, si les personnes veulent m'écrire, vraiment, je leur réponds dans les maximum 3 jours. Ils peuvent m'écrire, je leur répondrai sans souci. Voilà. Mais face et aller droit au but. Right to the point.